Enchanté. Enchanté. Merci. Ça va? Ouais, super de nous recevoir. On est content. Venu, ouais. Avec plaisir. Aujourd'hui, on est en Suisse pour rencontrer Mark Howler. Après plus de 20 ans au sein de Infomaniac, il est aujourd'hui le CEO de cette entreprise qui propose des solutions d'hébergement web, de streaming, de marketing et qui a généré en 2022 38,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a pu parler de son parcours depuis 2004, du business que font les géants de la tech avec nos données jusqu'à la vie privée, si celle-ci existe encore. Ça a commencé en 2004, quand tu as Exact. été embauché chez Infomaniac au support technique. Ensuite, on est en 2013, quand tu deviens responsable produit. 2015, responsable clientèle. Et c'est en décembre 2020 que tu deviens le CEO. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour rester motivé 20 ans dans la même entreprise? Je pense que c'est une passion. Je travaille vraiment dans la boîte où j'ai toujours souhaité travailler. En fait, même avant de postuler, déjà quelques années avant, j'étais client d'Infomaniac. J'ai déjà acheté mon premier ordinateur ici. Et en fait, en rentrant dans le magasin que c'était à l'époque, je me suis dit, mais il faut qu'un jour je travaille là. Et après, voilà, j'ai pu faire des formations dans le monde, enfin, dans l'informatique, dans le développement. Parce que tu n'étais pas du tout destiné à ça au départ? Alors, non, on va dire académiquement parlant, non, mais j'étais très passionné en fait de l'informatique. Mes parents me disaient tout le temps, vas-y, il faut que tu travailles là-dedans. Moi, je voulais pas forcément faire mon métier au début. Ok. Mais c'est vrai qu'en voyant le magasin à l'époque, je me suis dit, mais un jour, il faut que je travaille ici. Et puis j'ai postulé, ça a marché. C'est une grande fierté finalement d'avoir rejoint Infomaniac. Et puis c'est pour ça que voilà, depuis 20 ans, je suis fier. Je suis fier de travailler là, je suis fier de me lever tous les matins en venant ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Infomaniac, comme pourrait le proposer Google, vous aidez des particuliers ou des entreprises à créer leur adresse email, leur site internet, gérer leur stockage de données, à la différence, et c'est une énorme différence, que vous, tout est basé ici en Suisse. Pourquoi c'est si important? C'est justement notre politique de protection de données. Chez Infomaniac, on a pris le réflexe en fait de maîtriser la chaîne de bout en bout, donc de A à Z. Et l'idée, c'est vraiment de proposer, par exemple, si on prend du mail chez nous ou du Drive ou on prend un site internet, tous ces services, on l'a développé à partir de bases open source, donc qui sont disponibles, où on a le contrôle complet du code. On a ce code, on va l'améliorer, on va aussi partager certaines améliorations qu'on fait. Et ensuite, ce code-là, on peut le mettre sur nos serveurs qu'on va maîtriser nous-mêmes. Donc, on parle de nos serveurs, dans nos data centers. Comme ça, on est sûr que toute la chaîne, en fait, elle est maîtrisée par nous et qu'il n'y a pas justement de données qui transiteraient par des services, en fait, où on n'a pas la maîtrise. On ne peut pas garantir justement la confidentialité totale de nos clients. Moi, je trouve ça remarquable. Et c'est la première chose qui m'a vraiment époustouflé, c'est de me dire, ok, peut-être qu'il y a de ça quelques générations, ça m'aurait moins étonné. Tu suis même une voix parfois de tes parents, etc. Aujourd'hui, à l'ère où on peut recevoir n'importe quel email qui nous propose un poste à l'autre bout du monde, surtout quand on est bon, c'est clairement ton cas pour rester 20 ans et, en démarrant employé au support technique et finir CEO. Tu as toujours résisté à d'autres opportunités. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, il faut que je fonce dans la compétence qui est l'abnégation, peut-être, pour aller plus loin? C'est vraiment ce côté où j'aime ce que je fais. J'aime où je travaille, j'aime ce que je fais, j'aime mes collègues, j'aime aussi la mission d'Infomaniac, de fournir des services, en fait, des alternatives à ce que font les Américains en grande partie en Europe. Faire de l'emploi ici, et c'est une passion. Donc je me pose même pas la question, en fait, ou j'ai même pas l'idée de me dire, tiens, un jour j'irai ailleurs. Pas du tout. Je suis vraiment entièrement focus Infomaniac. C'est aussi une boîte qui m'a fait grandir. Voilà, comme tu l'as dit, je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. J'en ai 40. La moitié de ma vie, je l'ai passée ici. Et je dois une grande partie, en fait, finalement, de ma personnalité à cette boîte. Et voilà, je suis très fier d'être là. Comment tu as pu t'offrir ce premier ordinateur au début? J'avoue que j'avais pas mal galéré à l'époque parce que c'était compliqué, c'était très cher et j'avais pas forcément beaucoup d'argent. J'ai essayé par tous les moyens en essayant de... j'avais plus un âge où... c'était vers peut-être mes 14 ans comme ça, on travaillait pas encore trop. Voire pas du tout. Et en gros, j'essayais de voir si je pouvais faire des petits boulots, des petits trucs pour essayer de m'acheter l'ordinateur. C'était difficilement possible. Il n'y avait pas Internet à l'époque? Non, il n'y avait pas Internet. Alors déjà, c'était autre chose. Il fallait aller dans les magasins, prendre les journaux de pub. C'était vraiment autre chose. En fait, il y a ma mère qui avait reçu un ordinateur à un moment. Donc, je l'utilisais à fond. Et ensuite, pour mon anniversaire, je ne sais plus quand, j'ai reçu un ordinateur. C'était les tout premiers Pentium, les 133, je crois. Et voilà, c'était ça. Mon premier ordinateur. Incroyable. Ouais. Tu as dit récemment que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ne vendaient plus de la tech, mais de la data. Tu peux nous expliquer? En fait, leur but premier, c'est plus de vendre un service. Il y a toujours une idée derrière, et l'idée derrière, c'est justement de récupérer de la data dans le but de fournir de la pub, en fait.
C'est ça Ok. que je veux dire par ça. Comment ça se fait qu'ils gagnent plus d'argent avec la pub qu'en vendant de la tech? C'est que c'est un énorme business et toutes les entreprises finalement utilisent ces plateformes pour vendre des services. Et c'est dans toutes les entreprises, il y a un énorme budget marketing. Et cet énorme budget marketing qui était à l'époque dispatché sur des agences d'affichage, dans les magazines, dans les journaux papier, etc. Maintenant, tout s'est concentré en fait finalement sur Internet. Et là, c'est le monopole finalement de 2-3 entreprises. Est-ce qu'on laisse Apple à l'intérieur ou est-ce qu'on les met un peu sur le côté avec tous les efforts qu'ils font d'un point de vue data privacy, etc. Pour le côté pub, on va dire que c'est pas la même chose que ce que ferait Google ou Facebook. Ça marche pas de la même manière, mais on sent quand même qu'il y a une petite tendance à aller dans cette direction-là. Ils ont déjà fait quelques communications à ce propos. Pour l'instant, ils sont peut-être pas directement ciblés, mais je pense qu'ils préparent réellement le terrain. Ouais. C'est intéressant. Pourquoi ça te tient à cœur, le fait qu'on ne fasse pas du business avec nos données? Je pense que c'est presque injuste en fait. Enfin, c'est pas injuste, c'est inéquitable. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, on recevait des pubs Ouais. et finalement, les 3 quarts ne nous intéressaient pas vraiment parce que c'était pas très bien ciblé. C'est-à-dire qu'on pouvait tourner les pages d'un magazine ou regarder la télé et puis en gros, on regarde des pubs qui concernent la majorité des gens. Si tu regardes le journal télé par exemple, tu auras des pubs qui vont cibler des voitures, enfin tout ce qui est un peu très grand public mais qui n'est pas ciblé sur toi. Maintenant, en fait, avec tout ce qu'ils font au niveau de la récupération de la data, ils peuvent vraiment cibler tes besoins exactement. Et ça se voit avec le remarketing, par exemple. Tu vas regarder une télé, quelle que soit la marque, quelques jours après, tu vas avoir dans ton flux d'actualité sur les réseaux sociaux ou dans tes recherches, ça va en fait vraiment centrer sur ton besoin exact du moment. Et ça, je trouve un peu inéquitable. C'est un moyen un peu sournois d'aller nous soustraire un peu de l'argent pour des choses qu'on aurait peut-être même oublié d'acheter en fait. Oublié d'acheter, c'est-à-dire de se dire, bah voilà, je regarde comprends. à l'instant T, je regarde quelque chose, je me dis, tiens, c'est intéressant cette télé, mais finalement, t'oublies. J'allais te poser la question sur est-ce qu'en fait c'est pas cool pour nous? À la fin, si on achète, c'est que ça marche et donc c'est qu'on est content et que ça nous procure quelque chose. Non, pas forcément, parce que si quelque chose est vraiment utile et que tu en as vraiment besoin, tu le trouveras. Là, c'est presque du forcing en fait. Donc, C'est mon pas- avis aussi. J'ai une astuce, je sais pas si tu la conseilles ou pas. Quand on veut acheter quelque chose, moi j'aime bien me le noter dans une application de to-do Voilà, ouais. ou de rappel et je me mets un petit rappel dans 2 jours, puis dans 3 jours si j'en ai toujours Exactement, ouais. pas quelque chose d'une première nécessité, évidemment. Moi, j'essaie de me fixer une limite de 15 jours. Quelque chose qui m'intéresse, Ok. je me dis, est-ce que dans 15 jours, ça m'intéresse encore? Mais typiquement, ce genre de questions, je me demande si toute cette data en fait, que les entreprises ont sur nous, est-ce qu'on aurait besoin de mettre ce genre de stratagème en place pour éviter d'acheter des choses? On doit se mettre une limite pour se freiner, pour pas acheter quelque chose pendant 15 jours. C'est quand même bizarre. Est-ce qu'au-delà de tes connaissances qui ont évolué avec le temps, ta vision aussi qui a changé parce que tu as peut-être eu accès à un monde plus fermé en devenant CEO? Quand on démarre en tant qu'employé, on n'a pas accès aux mêmes données que quand on est aujourd'hui CEO. Est-ce que tu as vu des coulisses qui t'ont conforté justement dans cette vision-là où tu te dis, ouah, en fait, c'est encore plus la merde que ce que je pensais? Oui et non. C'est-à-dire que non, j'ai pas vu de coulisses ou quoi que ce soit parce que justement, on est dans une entreprise qui luttons finalement. Infomaniac est sensible à cette problématique de la donnée. Nous, on ne cherche pas à récupérer des données. Les seules données qu'on a finalement, c'est des données que les clients nous confient dans le but de leur proposer un service. On va jamais utiliser des données pour un autre but, typiquement mercantile. Donc j'ai pas vu des choses dans les coulisses côté Infomaniac. Par contre, il y a des choses que j'ai pu voir, c'est un petit peu plus les manipulations qu'on a typiquement dans les tests. Ouais. Si on peut regarder les tests sur Internet, l'avis, je reprends l'exemple de la télé, l'avis de la meilleure télé. Voilà, je pense qu'il y a au moins 80% de chances que ce test soit biaisé en fait et qu'il ait été acheté. J'ai pas l'impression que tu changé en 20 ans. Quand on voit là l'ambiance, j'ai l'impression que c'est une structure très plate. Tout le monde a accès facilement à ton temps. Comment est-ce que tu restes accessible auprès de 220 personnes sans pour autant péter un câble ou passer tes nuits au bureau? Mon rôle, c'est d'être accessible. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de parler avec les gens. Mon rôle, c'est d'être finalement un coordinateur pour tout le monde, d'être un simplificateur, d'être au clair, que tout le monde sait quoi faire. Et c'est pas en étant caché dans mon bureau que je vais y arriver. Donc c'est en voyant les gens. Donc mes journées, elles sont extrêmement intenses. Je me lève, je suis à 100% et je rentre chez moi et jusque-là, j'étais à 100%. C'est-à-dire que le temps, il n'est pas infini, il faut savoir s'en occuper. C'est sûr que des fois, je me dis, ah, bah, c'est dommage que la journée, elle ne dure pas 12 heures, etc.
Bon, faut quand même rentrer au bout d'un moment chez soi, mais moi je travaille avec les gens. Mon but c'est de voir les gens, travailler avec les gens. Donc non, je ferme pas la porte, je parle avec tout le monde. Mon but c'est vraiment de voir comment les gens se sentent, comment la boîte elle évolue, quelles sont les problématiques du jour. Donc non, c'est important d'être vraiment présent. J'ai l'impression que pour vous, je te parle franchement, c'est un enjeu et parce que vous travaillez dedans et que vous avez conscience de ça. Est-ce que d'un point de vue client, on voit et on fait la différence? Est-ce qu'on se dit, à la fin, mes données, qu'elles soient chez Google ou je vais aller chez le plus connu, qu'est-ce que ça change que mon dossier avec les photos de famille soit chez Google? C'est une bonne question et je pense que c'est une question qu'on se pose plus assez souvent. On fête nos 30 ans en 2024, donc on est quand même une vieille entreprise dans le monde de la tech, même si on a eu plusieurs visages. On a commencé par la vente de matériel, comme je disais avant. Ensuite, on a rapidement commencé avec les connexions Internet, puis après l'hébergement, et puis maintenant tous les services qu'on a, Mail, Drive, tous ces outils collaboratifs. En fait, on est sensible à cette question de la vie privée depuis le début, parce qu'Internet, initialement, n'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Internet, à l'époque, il y avait ce côté un petit peu côté liberté, un peu ce côté limite révolutionnaire avec des gens qui se parlaient, où il n'y avait pas vraiment de... C'était un peu hors système, il n'y avait pas de contrôle, tout ça. Donc en fait, je pense qu'on a en grande partie, beaucoup de personnes en fait ici ont été élevées avec ça. Et typiquement, Boris Siegenthaler, le fondateur d'Infomaniac, lui, il a découvert Internet à l'époque, à l'EPFL, en communiquant avec des personnes qui étaient à l'état de siège à Sarajevo. À un moment où il n'y avait plus aucune communication, lui, il a réussi à communiquer avec eux via Internet. Et là, on s'est dit, mais en fait, Internet, c'est génial. Ça permet justement ce genre de liberté. Et maintenant que ça soit devenu vraiment quelque chose de commercial, purement mercantile, tout ça, avec la récupération de données, c'est parce qu'on a un petit peu cette vision peut-être idéaliste en fait là-dedans, mais on tient à ce que, en tout cas à lutter pour que ça change le moins possible. Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui avec les crypto-monnaies? Est-ce qu'on a ce truc de c'est nouveau, c'est incroyable, regarde, on a des soucis avec les banques et nous, on peut quand même faire ça? Est-ce que tu penses que ça va être sali dans 15, 20 ans? On voit qu'il y a gentiment déjà des réglementations qui se font au niveau des gouvernements. Après, voilà, les réglementations, elles ne sont pas toutes mauvaises, hein, bien sûr. Je pense qu'il faut, c'est le cas aussi pour Internet, il faut des contrôles, ça ne peut pas être la jungle totale, évidemment. Maintenant, est-ce que les crypto-monnaies vont switcher, être reprises finalement par les banques? Je ne peux pas dire l'avenir, je ne suis pas un spécialiste des cryptos, mais on voit en tout cas que les banques s'organisent pour ne pas être laissées au bord de la route. Et la technologie blockchain, pour le coup, ça te parle plus? C'est quelque chose que vous regardez? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites déjà que vous pourrez travailler avec cette technologie-là? On regarde, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, on suit l'évolution, on essaie de regarder un petit peu comment nous on peut l'utiliser. Pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de cas concrets en fait à mettre en place, mais il y a toujours cette problématique finalement environnementale qui est très souvent liée à la blockchain ou s'il y a une certaine problématique, c'est-à-dire que nous on n'est pas prêt en fait à faire n'importe quel sacrifice sur l'environnement pour des questions de certification de la donnée, quoi. Ok, je comprends. Bon, d'un point de vue purement crypto et pour avoir échangé avec d'autres personnes bien en place, c'est assez intéressant de voir au contraire comment est-ce qu'en sécurisant un réseau, finalement, on arrive à être le plus propre possible d'un point de vue environnement, parce que plus on est propre, moins on dépense d'énergie, plus on est rentable. Aujourd'hui, je trouve que c'est quand même bien différent de quand ça a démarré avec des serveurs branchés partout, des cartes graphiques qui fonctionnaient. Oui, c'est sûr qu'il y a une évolution depuis. Aujourd'hui, Infomaniac, c'est 1 million de clients. Google Chrome, juste Google Chrome en août 2023, c'était 750 millions d'utilisateurs. Comment est-ce que vous comptez être une vraie alternative éthique face aux GAFAM si vous deviez gérer le même nombre d'utilisateurs dans quelques années? Alors déjà, ça arrive petit à petit, ça va pas venir du jour au lendemain, enfin ça ne vient pas du jour au lendemain. Après, il y a aussi des comparaisons, c'est Google Chrome, c'est plus un logiciel, c'est pas quelque chose qui est directement rattaché à des serveurs en arrière. Donc en fait, quand tu as un logiciel, il suffit, entre guillemets, de le développer et après de distribuer, ça tourne sur les ordinateurs des personnes. Si on devait se retrouver sur une avalanche en fait de nouveaux utilisateurs, il faut faire la part des choses pour la partie technique. La partie technique, forcément, ça va nous demander des adaptations, des évolutions. Mais c'est des choses sur lesquelles on est prêt, on a les compétences. Après, on pourra aussi, au fur et à mesure, recruter des nouvelles personnes. Pour moi, c'est pas du tout incompatible, en fait, les valeurs d'Infomaniac avec la croissance. Maintenant, il faut bien garder en tête qu'on ne souhaite pas devenir le GAFAM. C'est pas l'idée, c'est pas qu'il y ait un i quelque part qui se place dans ce mot. Nous, on souhaite en fait être une alternative éthique en Europe au GAFAM. Mais ça ne veut pas dire devenir
comme eux. Ça ne veut pas dire aller s'étendre à travers le monde. On ne va pas chercher à aller aux États-Unis, on ne cherche pas à aller en Asie ni en Afrique. Je pense que voilà, les Asiatiques peuvent très bien se servir eux-mêmes avec leur technologie, en Afrique aussi, et c'est ça l'idée. On devrait chacun trouver en fait localement les services dont on a besoin, c'est important. Pourtant, c'est tout sauf la vision d'Internet. Ce qui a été magique avec Internet, c'est de se connecter à l'autre bout du monde et de se dire « Waouh, ça marche !» Et c'est là où je me dis, cette souveraineté numérique, comment elle est devenue aussi importante pour vous chez Infomaniac? Parce que moi, avant de te parler et d'en parler avec d'autres personnes autour de moi et d'Infomaniac en particulier, j'avais pas forcément conscience de cette volonté de pouvoir réellement conserver une souveraineté numérique. Sur Internet, il y a effectivement cette délocalisation finalement où on se dit « Ah bah c'est cool, je peux aller sur un site qui est hébergé aux États-Unis, un site qui est hébergé en Allemagne, en Italie, en Asie, etc. » C'est bien et c'est sûrement le côté intéressant d'Internet. Mais là, en fait, on change de paradigme. On parle d'entreprises qui ont pris possession d'Internet et qui finalement ont pris possession aussi en grande partie d'une bonne partie de l'emploi en fait qui est lié à Internet. Et ça, pour nous, ça va à l'inverse finalement des valeurs de base d'Internet. Internet, ça devrait être plein de petites entreprises comme c'est plein de petits serveurs qui sont répartis à travers le monde et on peut aller, demain je peux aller voir un site au Togo, demain je peux aller voir un site au Vietnam et demain un Vietnamien peut aller voir un site qui est au Chili par exemple. Et c'est ça l'idée. Mais par contre, actuellement, c'est des personnes qui sont au Togo, au Vietnam et au Chili qui vont voir des sites qui sont aux États-Unis. Et c'est ça cette idée, c'est plus de se dire que tout le monde devrait finalement avoir sa chance là-dedans. Il devrait y avoir un écosystème d'entreprises, de différentes entreprises avec des valeurs différentes, avec beaucoup d'emplois et qui foisonnent de partout. Et là, on a juste une concentration sur quelques entreprises. En fait, ce que j'avais du mal à comprendre au début, c'était de me dire, mais ok, je suis client Infomaniac, je prends mes fichiers personnels, professionnels, et je les envoie à une entreprise aux États-Unis pour qu'elle y accède. Bah, à la fin, que ça soit stocké en Suisse, ça va passer par le réseau américain. Et dans ma tête, d'ailleurs, quand on dit, et je trouve que le nom est incroyable, le cloud, on ne sait pas vraiment où c'est au-dessus de nous. Voilà. Moi, je ne me rends pas vraiment compte de ça. S'il y en a d'autres qui sont dans mon cas, c'est quoi le réel impact entre envoyer et accéder à des fichiers partout dans le monde et stocker des fichiers dans un pays dans lequel on n'est pas? En fait, c'est une question aussi de législation, de quels sont les droits finalement sur ces fichiers. D'accord. C'est justement quelque chose contre lequel on se bat, c'est de se dire que quand tu vas héberger un fichier chez nous, on te garantit que ce fichier il est à toi et qu'on ne va pas aller le lire. On ne va pas aller prendre connaissance des données qu'il y a dessus. On ne va pas prendre possession de cette donnée. Certaines entreprises, on parle donc de nouveau du GAFAM, eux, ils vont avoir cette habitude d'aller lire tes documents. Donc finalement, il n'y a pas de souci à se dire que ton fichier est ici ou là-bas. Ça, c'est pas forcément le nerf de la guerre, mais la question, c'est la juridiction derrière. C'est qui a le droit d'aller prendre possession de ces données, qui a le droit de les lire, à qui elles appartiennent. Typiquement, pour des entreprises européennes, selon quoi ça peut être stratégique d'avoir son secret à l'abri en fait finalement d'accès d'autres gouvernements ou entreprises. Mais comment vous différenciez un terroriste d'une entreprise dans vos clients? Si vous n'accédez pas aux données, elle est où la limite? Parce que d'un autre côté, quand il y a des choses horribles qui se passent, on aimerait bien qu'il y ait des serveurs qui étaient plus Tout à fait. épluchés pour protéger la population de choses qui se passent aujourd'hui que sur Internet. Exactement. Donc nous, on a vraiment aussi cette volonté de vraiment faire comprendre qu'on n'est pas une société où on vient anonymement. C'est-à-dire que chez nous, on sait qui sont nos clients. C'est pas la porte ouverte, faites ce que vous voulez. Le message est clair. On garantit en fait à nos clients la protection des données, on garantit la confidentialité, on garantit pas de traitement de leurs data. Mais par contre, c'est pas les portes ouvertes en fait à n'importe quoi. Il y a des lois, il faut les respecter. Pour moi, je vois presque les GAFAM parfois comme des super solutions. Je me dis, c'est top, au moins on va arrêter de réfléchir, on va aller vers une entité qui va tout nous proposer. En fait, c'est quoi le drame si des boîtes comme Infomaniac disparaissent? Avant tout, c'est l'emploi, je pense. C'est-à-dire qu'on va avoir une entreprise qui va concentrer absolument tout, mutualiser le maximum de services pour un moindre coût. On va se retrouver devant un désastre, en fait, tout simplement, sur l'emploi. Et actuellement, on le voit. C'est-à-dire qu'on forme des gens ici qui, après, partent travailler pour des entreprises aux États-Unis.
ou ailleurs, mais qui finalement ne paieront pas d'impôts ici. C'est un gros problème. On a besoin en fait en Europe d'avoir des sociétés qui sont là, qui créent de l'emploi et qui créent finalement de la richesse pour l'Europe. Finalement, si on n'a plus qu'une ou deux boîtes, elles font leur propre standard. C'est-à-dire qu'elles vont décider eux-mêmes de comment ça fonctionne. Actuellement, il y a beaucoup de grands débats qui sont au niveau européen, au niveau national, de qu'est-ce qu'on fait de la donnée, où est-ce qu'on l'héberge, dans quelles conditions on souhaite le faire. Mais actuellement, c'est parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on a encore quelques alternatives. Mais si on continue dans le chemin qu'on est en train de prendre, bientôt il n'y aura plus d'alternative. Ça va être la grande entreprise qui a tout centralisé, qui décidera, qui posera ses conditions. Et elle pourra très bien dire non, maintenant, ces données-là, vous les achetez, enfin vous les récupérez à tel prix, selon nos conditions, celles-là on peut les bloquer. Il y a aussi au niveau géopolitique qu'on va pouvoir avoir des soucis. On voit bien avec la guerre en Ukraine, où il y a eu des sanctions de la part des pays de l'OTAN et qui vont mettre en fait des sanctions finalement vis-à-vis des Russes. Bah ça en fait certains pays peuvent décider ou non d'y adhérer. À partir du moment où typiquement on a tout, strictement toute notre vie numérique, donc on peut dire à peu près toute l'administration qui se trouve concentrée au sein d'une boîte, cette boîte peut décider, en fait ces sanctions tu vas les appliquer, tu n'as pas le choix. Donc c'est aussi toute une question à se poser, c'est est-ce que les alliés d'aujourd'hui seront les alliés de demain? Là, on est en train de construire un data center qui est le data center le plus respectueux de l'environnement au monde. Il n'y a aucun data center dans le monde qui va autant dans le détail que nous. On va récupérer 100% de la chaleur, on n'utilise que des matériaux ou des éléments en fait, qui viennent d'Europe, construits en Europe, via des sociétés européennes. Tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut proposer sur lequel on se démarque. Et si de nouveau, on se retrouve dans une configuration avec plus qu'une seule entreprise qui décide, cette société, elle peut se dire, en fait, ce sujet-là, ça m'est égal. Bon, pourtant, aujourd'hui, je crois que tu es sur Instagram, tu es aussi sur LinkedIn, Infomaniac a une chaîne YouTube, un compte sur X, on embrasse Elon. Comment, pas tant que ça de ce que j'ai compris de ton côté, comment est-ce qu'on défend la protection de la vie privée quand on est nous-mêmes présents sur les plateformes qui en font un business? C'est une bonne question. En fait, on vit quand même avec notre temps. C'est-à-dire que j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook, enfin voilà, je suis aussi présent là-dedans, je vis comme tout le monde. Comment tu résistes au fait de prendre un peu la grosse tête, de te dire maintenant c'est bon, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, je vais monter ma propre boîte? Il y en a beaucoup qui souvent échouent complètement parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'une structuration pour être bons et ils ont l'impression qu'ils peuvent être entrepreneurs. Et or, tu n'es pas entrepreneur. Aujourd'hui, c'est encore une forme d'être employé en tant que CEO. Comment c'est vu, comment toi tu le ressens? Est-ce que finalement tu vois vraiment une différence entre le fondateur d'Infomaniac et ton rôle aujourd'hui? En fait, c'est facile de venir après coup dire « Ah, j'aurais pu le faire ». Je pense pas que j'aurais pu le faire. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande énormément d'énergie. C'est pas facile en fait de créer une boîte du début. Et Infomaniac, ça a été créé de toutes les histoires que j'ai entendues. Aujourd'hui, c'est facile. On vient nous voir, on est tout plein, on a des jolis bureaux, une belle déco. Mais pendant des années, les mecs ils travaillaient, mais surtout ils étaient pas ou peu payés. Ils n'avaient jamais le temps de manger. Tu es au four au moulin, tu t'occupes de absolument tout. Enfin, c'est un autre état d'esprit. Là, moi, j'ai le rôle de CEO d'une boîte de 230. J'ai pas le rôle de quelqu'un qui a fondé une boîte. C'est tout à fait autre chose. Tu as démarré à 20 ans. On est 20 ans plus tard. Tu es passé d'employé à CEO. J'aimerais beaucoup que tu prennes 30 secondes pour regarder cette caméra, parler à la personne qui est derrière cette caméra et qui a envie de tout déchirer, qui a envie de se battre, qui a envie d'y arriver. C'est quoi le truc que tu pourrais lui transmettre pour l'aider? Ce qui est important, c'est de croire en ses rêves finalement et de se fixer un but et de tout faire pour y arriver. C'est important d'aller étape par étape, de se fixer des objectifs et puis de se concentrer un maximum là-dedans. Il y a un dicton qui dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends » et ça c'est réellement vrai. Chaque échec qu'on a dans la vie, on peut construire dessus et continuer. Et surtout pas oublier d'écouter beaucoup les gens qui sont autour de nous parce qu'on a beaucoup à apprendre finalement de personnes qui sont déjà passées par nos étapes. Merci beaucoup Marc, on était ravis de te recevoir, c'est cool. Merci à toi.